Oui, merci beaucoup, Young. Je suis Amanda Sarit, de, donc je suis responsable des droits de l'homme de l'UCNG. C'est un plaisir pour moi de modérer cette session aujourd'hui. Alors, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Cette session sur la collaboration et le partenariat entre les gouvernements locaux et les acteurs de l'ESS pour parvenir à une société durable et inclusive. Aujourd'hui, nous aurons une session d'abord avec 2 présentations. Ensuite, nous aurons un moment de questions-réponses, pendant lequel nous pourrons davantage échanger avec les participants, avoir un débat bref sur les principaux défis, qui rentrent en ligne de compte dans ce partenariat entre les gouvernements locaux et les acteurs de l'ESS. Et ensuite, nous aurons les propos de conclusion. J'accueille chaleureusement nos 3 panélistes qui prendront aujourd'hui la parole. Nous aurons Emmanuel Rousset du RTES, c'est le réseau français de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, nous aurons également avec nous Ayako Koike, qui nous vient de l'association pour la promotion de l'ESS au Japon. Et enfin, nous aurons Malik Diop, qui vient du réseau des acteurs et collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire. Ah, pardon. Et il y aura également un 4e et dernier orateur. Hein, je vous ai dit 3, mais c'est 4. C'est Monsieur Chang Won-ho, qui est représentant de l'Association nationale des gouvernements locaux pour la promotion de l'ESS en Corée du Sud. Bienvenue à ces 4 orateurs. Alors, Emmanuel Rousset, c'est à vous. C'est vous qui avez la parole en premier. Audio. Bonjour. J'espère que vous entendez bien. Je n'ai pas trop de réactions. Je suis sur mon téléphone parce que Zoom est interdit sur l'ordinateur de notre collectivité. Je suis Emmanuel Rousset, je suis membre du RTES. Le RTES, c'est un réseau d'élus et de collectivités locales engagées en économie sociale et solidaire. Je suis élue à Rennes, en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, où nous menons une politique d'économie sociale et solidaire depuis déjà plusieurs années. Le RTES a des missions différentes, mais comme tout réseau, a une mission d'abord d'échange entre collectivités. Nous sommes plus de 130 collectivités présentes dans ce réseau. C'est à la fois des petites communes en milieu rural où il y a 500 habitants que la ville de Paris ou Nantes, Lyon, l'Ille-et-Vilaine, des régions comme la Bretagne ou l'Occitanie. Voilà, c'est un réseau qui fonctionne bien, qui a cette vocation de promotion de l'économie sociale et solidaire, de contribution aux différents débats et enjeux, de formation et d'échange. Nous menons aussi un certain nombre d'études sur la place de l'économie sociale et solidaire dans nos politiques publiques et sur des études sur un certain nombre de thématiques autour de ces enjeux-là. Et nous avons mené dernièrement deux travaux complémentaires sur la place et le rôle de l'économie sociale et solidaire sur des territoires. Les territoires fragiles en priorité, puisque c'est notre engagement, et les territoires, ce qu'on appelle politique de la ville en France, c'est des territoires très urbains, défavorisés, et puis les territoires ruraux qui sont là vraiment la campagne et des territoires où le taux de densité d'habitants est très faible. L'objectif de ces travaux, qu'on a menés en partenariat à la fois avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des membres du gouvernement et des agences, ça a été de permettre la prise de conscience que l'économie sociale et solidaire est une réponse pour les besoins de ces territoires fragiles, mais c'est une réponse, c'est qu'il faut l'accompagner et la structurer. Ce qu'on a pu voir, c'est que il faut bien connaître la réalité de ce qui se passe sur ces territoires-là pour ensuite pouvoir agir.
tout ce qui part à partir des besoins des habitants, de pouvoir les mobiliser, les accompagner. Évidemment que ça a des plus-values. Alors là, on est dans un réseau militant de l'économie sociale et solidaire, donc on vous a mis les plus-values qu'on avait identifiées sur la place de l'ESS, mais vous les connaissez tous. Hein. C'est le fait d'agir sur le développement économique de nos territoires, de favoriser la mixité sur ces territoires, de promouvoir un développement local soutenable. Et ce qu'on constate, c'est que il y a plein d'expériences qui se font, plein de projets d'économie sociale et solidaire qui émergent sur ces territoires-là. Et je vais vous en citer quelques-uns parce que c'est le plus simple, c'est par l'exemple. Par exemple, à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, une coopérative s'est développée pour promouvoir. Les quartiers nord ont une réputation un petit peu difficile. C'est quand on dit en France les quartiers nord de Marseille, tout le monde voit les grands ensembles urbains, la pauvreté, le chômage, des difficultés sociales et tensions urbaines, et des habitants avec des associations, des organisations de ce territoire se sont organisés pour promouvoir ce territoire par le tourisme, en mettant en place une coopérative qui s'appelle Hôtel du Nord et qui permet à des habitants de louer des chambres à des touristes, d'organiser des visites du quartier, parce qu'au final, c'est un quartier qui a de belles ressources, qui a de beaux paysages, si on sort un peu des sentiers battus, et d'organiser, de valoriser la vente de services promus par les habitants. Donc, c'est un exemple en quartier. On en a un autre sur Rennes qui est sur la notion alimentaire. Dans un quartier de Rennes, là aussi un quartier urbain difficile avec un taux de pauvreté important, un restaurant s'est créé qui est aussi né grâce au GICEF, puisque on avait eu l'occasion d'aller visiter à Montréal lors du GICEF en 2016 un certain nombre de structures de l'économie sociale et solidaire, et on a ramené avec les porteurs de projets, un projet québécois qui s'est adapté à Rennes et qui a permis de développer un restaurant où il y a à la fois des bénévoles, des stagiaires, des salariés qui du coup travaillent toute la chaîne alimentaire, avec une ferme urbaine qui s'est créée derrière, avec un restaurant qui sert en forme de traiteur, où les gens, n'importe qui peut y venir comme dans n'importe quel restaurant. Voilà. Et c'est vrai que c'est des initiatives de mobilisation qu'on a retrouvées aussi en milieu rural. En milieu rural, on a de belles initiatives. On a une fédération d'aide à la famille qui a mis en place des bus itinérants pour permettre l'accès au numérique sur des territoires vraiment en difficulté, donc qui permet aux gens de pouvoir venir se former, de pouvoir accéder à un certain nombre de services. On a, nous, en Ille-et-Vilaine, une coopérative qui s'est créée avec une épicerie dans une petite commune de 1000 habitants, avec une épicerie, avec un café, avec un restaurant, avec une cave où on peut trouver du bon vin. On est en France. Et tout ça permet de créer du lien, de créer de l'emploi, de créer des lieux où on peut venir parler de sa vie, de ses habitants, et qui donne envie d'émerger, d'autres projets d'émerger. Ce qu'on constate aussi, c'est que pour tout ça, les collectivités locales, elles ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer à plusieurs niveaux. Elles ont d'abord de se dire que c'est possible, de montrer des expériences réussies ailleurs, en organisant des visites, en permettant aux maires des petites communes ou aux habitants des territoires urbains d'élargir un peu leur modèle. Les collectivités, intervenir aussi en mettant de l'ingénierie et de l'accompagnement des projets ou des dynamiques d'habitants. Elles peuvent aussi intervenir sur la commande publique, puisque nous avons de l'achat responsable à faire et qu'on peut flécher notre commande publique pour qu'il soit favorable à l'économie sociale et solidaire, et particulièrement dans ces territoires fragiles. On peut aussi permettre l'accès aux locaux. On constate, nous, en France, que c'est des fois très compliqué
d'accéder à du foncier, à des locaux. On a une tension sur l'immobilier commercial qui est très fort, et des fois même en milieu rural où il n'y a pas forcément les moyens d'accéder à une maison pour la transformer en épicerie. Et donc la collectivité, elle a la capacité à acheter des bâtiments ou à aménager des bâtiments pour les mettre ensuite à disposition des porteurs de projets en économie sociale et solidaire. Pour illustrer un peu ça, je vais vous prendre un exemple concret qu'on a pu mener sur le milieu rural en Ille-et-Vilaine. On a 300 communes en Ille-et-Vilaine qui sont petites, qui ont moins de 5000 habitants, dont plus de 200 communes qui ont moins de 2000 habitants. Et se pose la question du commerce. Il y a souvent plus de commerce dans ces bourgs-là. Et on a beaucoup de maires qui nous disaient on ne sait pas comment faire pour pouvoir accompagner les besoins de nos habitants, les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, les gens qui vont faire leurs courses loin. Comment on peut faire? Et on a organisé une série de visites, d'initiatives en Bretagne pour montrer aux maires que par l'économie sociale et solidaire, on pouvait répondre à des besoins, mais que ça demandait de travailler un petit peu autrement, qu'il fallait mettre dans le coup la population, qu'il fallait mobiliser les habitants de sa commune pour répondre à leurs besoins à eux, plutôt que juste à une idée, il me faut un commerce. Et donc, il y a eu un travail qui a commencé par des visites concrètes où on a pu aller voir des épiceries, des cafés, des commerces en milieu rural, et on a pu échanger autour de ça ensuite, et on a fait des fiches techniques à la fois pour les porteurs de projets en économie sociale et solidaire qui voulaient s'implanter sur ces territoires-là, que pour les élus, et pour avoir un petit peu de méthodologie. On a mis aussi de l'ingénierie, du temps de travail de nos agents de notre collectivité à disposition pour qu'ils puissent être accompagnés sur ces projets-là. Et on a changé nos financements au département pour mieux prendre en compte les projets qui sont co-construits avec des habitants. Un projet d'économie sociale et solidaire, ça demande souvent un peu plus de temps. Ça veut dire qu'il faut faire des allers-retours entre la volonté de la collectivité et les habitants, les parties prenantes. Et pour cela, il faut se donner du temps. Et du temps, on n'en a pas toujours si on n'a pas les moyens. Donc là, on a mis des critères financiers qui permettent de soutenir les communes qui ont envie de faire du participatif pour que l'économie sociale et solidaire trouve toute sa place. Et puis, on va sortir un petit livre qui raconte toute l'histoire de ce projet-là pour valoriser aussi ce que les gens peuvent faire sur leur territoire. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment une ressource. Ça permet de travailler l'émancipation, ça permet de travailler l'ancrage local, la durabilité. On a vu pendant le Covid que toutes ces initiatives d'économie sociale et solidaire sur les territoires, c'était ceux qui étaient les plus agiles. C'est ceux qui se sont mis à fabriquer des masques, c'est ceux qui se sont mis à faire de la livraison à domicile pour les personnes qui pouvaient plus se déplacer. C'est ceux qui ont réussi à trouver des produits locaux pour que en approvisionnement avec les agriculteurs du quartier ou du coin. Donc c'est vraiment important dans ces périodes en plus de tension d'avoir des réponses qui sont pragmatiques, ancrées localement. Et au final, ce qu'on constate, c'est que ça coûte pas beaucoup plus cher, voire un petit peu moins cher même que l'économie classique. Mais ça demande un temps différent et ça demande une conception différente. Et ça, il faut former les élus et les services, nos fonctionnaires, à bouger un petit peu sur les méthodes d'accompagnement. Voilà un petit peu pour ça. Vous avez, Chloé, qui est la chargée de mission du RTES, a mis au fur et à mesure les liens. Nous avons un site internet au RTES qui remet l'ensemble de nos documents. Nous organisons aussi régulièrement des temps de formation et d'échange, et on essaye de rester en prise avec les besoins de nos adhérents. Voilà un petit peu pour un premier panorama des enjeux, et j'ai encore quelques minutes pour répondre à des questions si besoin. Merci beaucoup, Emmanuelle, pour cette
belle première présentation qui nous montre comment l'économie sociale et solidaire peut être appliquée au niveau local. Vous nous avez montré des outils concrets sur la façon dont nous pouvons améliorer le développement économique local et améliorer la réponse aux défis locaux avec des projets concrets, des politiques concrètes mises en œuvre par les parties prenantes locales. Avant que vous ne nous quittiez, parce que je pense que vous devez partir dans quelques minutes, est-ce que vous pourriez partager avec nous vos réflexions sur la façon dont nous pouvons transformer le présent afin d'avoir un meilleur avenir en prenant le point de vue de l'économie sociale et solidaire? Emmanuel, vous avez la parole. Merci. C'est une vaste question. J'ai pas de baguette magique pour transformer le monde et j'adorerais des fois. Vraiment, c'est la question osons et engageons-nous. N'ayons pas peur de faire avec d'autres selon des formes un peu différentes et ensemble, en prenant compte les différentes personnes et les différents points de vue. C'est comme ça qu'on pourra répondre à ces enjeux. Il faut se réinventer sans cesse, ne pas avoir trop de préjugés et bouger, mais j'aimerais bien savoir vraiment comment une réponse certaine est garantie dans ces périodes d'incertitude. Encore merci Emmanuel. Je propose de passer à notre deuxième orateur du jour, Ayako Koike. Je vous cède immédiatement la parole. Vous présentez une association de promotion de l'économie sociale et solidaire au Japon. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ayako Koike de WE21 Japon. WE21 Japon est un membre d'une association qui promeut l'économie sociale et solidaire au Japon. Permettez-moi de vous présenter nos activités au Japon. WE21 Japon, Oui21 Japon, vise à mettre en place une société inclusive en réutilisant les ressources réutilisables. Par ailleurs, nous avons dans nos activités commerciales, si je puis dire, un angle social. Nous prenons un angle social. Nous voulons réutiliser, comme je le disais, les ressources réutilisables dans notre communauté afin de rendre la société durable. Nous abordons également des questions telles que la pauvreté, le conflit et les violations des droits de l'homme. Nous essayons d'adopter une perspective large, d'agir localement et de coopérer avec les personnes à travers le monde. Nous travaillons avec des citoyens et des communautés d'Asie. Nous coopérons avec des groupes d'activités sociales et nous autonomisons également les femmes en les encourageant à être indépendantes. Laissez-moi vous expliquer comment nous essayons d'atteindre ces objectifs. Nous travaillons dans la préfecture de Kanagawa, près de Tokyo. Dans la préfecture de Kanagawa, nous avons une population de 9,2 millions. Il y a 40 zones urbaines différentes. Comme je le disais, nous sommes près de Tokyo. Nous avons de nombreuses zones urbaines, des zones de logement. Et nous avons des WeShops, donc différentes boutiques. Vous les voyez à l'écran. Oui21 Japon coordonne l'ensemble de ce groupe de 38 ASBL, donc des associations sans but lucratif, s'occupe des systèmes de livraison et d'entreposage. Intéressons-nous à nos activités respectueuses de l'environnement en 2019. Nous sommes soutenus par les citoyens qui comprennent notre mission. Le nombre de dons était de plus de 95 000. Mais évidemment, nous avons reçu bien plus d'articles. Nous avons au total vendu pour 2 882 290 $. Nous avons eu 370 466 clients et nous avons vendu plus de 270 000 ou 270 000 produits.
Les WeShop travaillent sur le surcyclage. Nous récupérons différents produits pour en créer de nouveaux. L'année passée, nous avons pu compter sur le soutien de plus de 40 000 bénévoles qui sont venus nous aider. Nous travaillons avec différents travailleurs et l'atmosphère est toujours chaleureuse. Oui 21 Japon travaille principalement sur la coopération interpersonnelle. Ces 2 dernières années, nous avons financé 155 programmes de 122 organisations dans 30 pays différents. Et nous avons eu des subventions de 228 788 $. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette coopération interpersonnelle et des projets que nous soutenons? Eh bien, Oui 21 Japon décide de soutenir certains projets spécifiques. Nous essayons de nous concentrer sur beaucoup de projets, même si parfois le soutien fourni est plus petit. Généralement, nous allons nous rendre sur les sites de projets, nous interagissons directement avec nos homologues, nous en parlons également avec les citoyens du Japon pour voir comment nous pouvons les aider. Permettez-moi de vous donner un exemple. Nous avons aidé en Philippines les communautés indigènes ou autochtones. Nous avons, par exemple, aidé des exploitants agricoles dont les terres avaient été grandement touchées. Nous avons invité nos homologues philippins au Japon à plusieurs reprises. Nous avons également analysé l'environnement et nous avons essayé de le réhabiliter, notamment au niveau des mines de cuivre désertées de Ashio. Toutes les parties prenantes ont appris au cours de ce projet. Par ailleurs, les autorités ont été sensibilisées à la promotion de l'agriculture et à la défense et à la protection de l'environnement. Ensuite, les activités de W21 Japon se sont développées. Nous travaillons sur l'économie solidaire. Au départ, évidemment, il était difficile d'ouvrir des boutiques solidaires, mais nous avons décidé de nous développer. Nous avons eu de bonnes expériences et, par exemple, nous proposons de l'argent avec un faible taux d'intérêt grâce à l'aide d'une banque communautaire pour les femmes et les citoyens. Nous avons également un collectif de travailleurs qui s'appelle CARI et qui nous aide. Ce collectif s'occupe des livraisons. Livraisons donc entre les entrepôts et les différents magasins. De nombreuses femmes participent à ce collectif de travailleurs CARI. Par ailleurs, nous coopérons avec un food drive et la banque alimentaire de Kanagara. Nous avons d'autres exemples de collaboration avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est le cas à Koku, par exemple, où nous travaillons avec de nombreux acteurs, y compris des organisations qui s'occupent du bien-être des personnes handicapées.
Nous travaillons avec différentes coopératives de travailleurs, un groupe également d'organisations qui travaillent avec les seniors. Et notre objectif est de pouvoir promouvoir le bien-être social. Voici une carte de Kohoku. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous avez le WeShop, donc la boutique de Oui21 Japon à Kohoku, vers le centre de la carte. Intéressons-nous désormais à notre collaboration avec les unités gouvernementales locales, les autorités locales. Donc. Eh bien, nous collaborons avec les écoles publiques. Nous essayons de leur trouver des possibilités d'emploi, des stages lors desquels ils peuvent découvrir un métier ou un autre. Ce type d'activité est très importante. Et nous travaillons également sur ces activités au niveau international. Ensuite, nous essayons d'aider les personnes handicapées. Nous faisons en sorte qu'elles soient acceptées par la société. Nous ne voulons pas qu'elles se sentent frustrées au travail ou isolées. Nous leur donnons la possibilité de travailler. Les employeurs sont d'ailleurs à chaque fois ravis d'entendre que les personnes handicapées qu'elles ont accueillies ont trouvé un emploi. Notre mission est claire. Nous souhaitons obtenir des dons, mobiliser des bénévoles et organiser les militants. Nous souhaitons également établir de bonnes relations avec la communauté locale, qu'elle soit sociale ou économique. Par ailleurs, nous essayons de garder des relations proches et étroites avec les citoyens que nous impliquons dans nos activités sociales. Et puis, nous investissons beaucoup d'argent et de temps dans l'éducation de nos membres afin qu'ils puissent participer à nos activités. Voilà, je pense en avoir terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup de nous avoir présenté comment votre réseau fonctionne au Japon et les défis environnementaux également qui se profilent pour l'économie sociale et solidaire. À présent, je vais donner la parole à notre troisième orateur. On est ensemble. Merci, merci, merci. Je pense que je partage bien mon écran. Hein? D'accord, d'accord. Voilà, donc c'est un plaisir, hein? C'est un plaisir de partager avec vous notre expérience au niveau du Sénégal, sur la collaboration et le partenariat entre les gouvernements locaux et les acteurs de l'ES. Il faut dire que nous sommes dans un grand réseau qui est le réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes ce grand réseau qui regroupe à la fois 3 ou 4 familles d'acteurs qui sont d'abord la plateforme des acteurs non étatiques. Voilà, qui sommes-nous? Donc voilà, la plateforme des acteurs non étatiques, qui est un réseau de plus de 500 organisations de la société civile, des syndicats et du secteur privé. Il y a aussi l'Union des associations des élus locaux qui regroupe l'ensemble des collectivités territoriales. Il y a aussi principalement aussi à la ville de Dakar qui est un peu la tête de pont, donc la locomotive qui tire un peu toutes ces collectivités territoriales. Mais aussi à le ministère, c'est le gouvernement national qui est un partenaire stratégique. Et c'est cet ensemble-là qui travaille sur un dialogue continu pour améliorer l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. Et ça, c'est important. Et ce qu'il faut dire, qu'il y a
il y a 7 ans, il y a 3 ans de ça, on ne parlait même pas de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques au Sénégal. Le ministère a été créé il y a 3 ans. Et ça, c'était important. Donc, il y a 3 ans que ce réseau, qu'on parle de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. Donc, il a fallu un travail important de dialogue, de discussion pour amener ce processus à se mettre en place. Et ce processus du RACTES a duré pratiquement 2 ans de co-construction. Donc, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été bien planifié, bien amené pour aboutir à ce processus-là. Et ce processus est parti des consultations pour définir ensemble les règles du jeu. Ces acteurs seront regroupés pendant un processus pour définir ensemble les règles du jeu, avec aussi des ateliers de co-construction, où nous sommes entendus sur le modèle, sur la charte, sur la déclaration de foi, sur les règles de fonctionnement, pour qu'ensemble, on puisse avoir un fonctionnement démocratique, participatif au niveau du réseau. Après ces ateliers consultatifs, nous avons organisé avec le GSF une session nationale de renforcement des capacités sur le rôle et la place de l'ESS dans la territorialisation des politiques publiques. Pendant 5 jours, tous les collectivités locales, les acteurs se sont réunis pour renforcer leur dynamique, pour renforcer leur position par rapport à l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. Et ça, c'était très important. Après ce processus, nous avons mis en place un atelier international. Donc, on a passé du local, du territoire, au local, à l'international, pour partager les expériences des différentes dynamiques. Et je félicite Emmanuel Ressoy, qui nous avait rejoint pour partager aussi l'expérience du RTS, pour voir comment ces dynamiques sont mises en place ailleurs pour implémenter au niveau du Sénégal ce processus-là. Et dans un second temps et dernier temps, c'est là où on a mis en place ce réseau qui fonctionne d'une manière démontrée pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc, on voit que dans la co-construction, c'est important de partir de la base avec l'expérience de terrain, avec l'exemple des acteurs pour construire et nourrir les politiques publiques. Et c'est ça l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est une activité de terrain, c'est une activité de terroir, c'est une activité des territoires. Donc, c'est important de tirer les expériences, de tirer les vécus, les pratiques, pour consolider les politiques et pour amener maintenant à un passage de l'échelle sans gommer les différences, les spécificités, les réalités terrain. Et le réseau des acteurs, le RACTES, est parti sur ce terrain-là pour nourrir et élaborer et avoir un cadre de coopération avec les gouvernements. Prochain slide. Et quel est un peu où allons-nous? Parce que c'est important de fixer un cap. Dans la collaboration, il faut que les acteurs, que nous sommes les acteurs réels, puissent avoir un cap. Et ce cap doit être très clair en termes de promotion de l'économie sociale et solidaire dans les politiques économiques locales et nationales. Et dans un système économique plus résilient, plus durable et plus inclusif. Je pense que c'est important de fixer ce cap-là. De dire, voilà le cap et pour influer sur les politiques. L'autre aspect, c'était important de partager mon slide, oui, c'est de mettre en place un peu cette collaboration. Cette collaboration doit être dynamique. Ça doit être dynamique pour permettre un peu, d'abord, de chercher à promouvoir la confiance. C'est très important, la confiance entre les acteurs. Si on veut influer les politiques, la confiance est très importante. La coopération, mais aussi la connaissance pour un écosystème favorable à l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est important dans la collaboration, la confiance, la coopération, mais aussi la promotion d'un écosystème favorable à l'ES. Et quelle boussole? Ce qui nous permet un peu de travailler. Les boussoles, il faut dire d'abord, première boussole, c'est le premier axe, c'est de voir comment renforcer les capacités d'intervention des acteurs. C'est important parce que l'économie sociale et solidaire n'est appris dans aucune école, que ce soit école. Dans une école supérieure, personne ne sort comme expert de l'économie sociale et solidaire. C'est dans le tas,
c'est en faisant qu'on devient forgeron. L'économie sociale, après ça. Donc, c'est important que pour les acteurs, que aussi en Afrique que nous sommes, avec un terreau, avec l'économie informelle qui est là, qui joue 80% de nos économies, c'est important de former, de renforcer les capacités des organisations, des collectivités territoriales, mais aussi des gouvernements. Et le deuxième boussole, c'est important, comme axe, c'est en termes de capitalisation et de partage des expériences et des bonnes pratiques. Comment, à partir des vécus, à partir des initiatives qui sont développées, comment arriver à nourrir, à capitaliser, à alimenter cette politique-là. Troisième boussole, c'est comment mettre en place des mécanismes de participation citoyenne aux politiques publiques. Parce que l'économie sociale, l'un des principes, c'est la démocratie, c'est la gouvernance démocratique. Donc, cette gouvernance démocratique participative à l'économie, comment l'accompagner avec un mécanisme participatif qui permet un peu d'influer les politiques publiques. Quatrième et dernière boussole, c'est comment améliorer maintenant ce partenariat et la communication entre les acteurs. Je pense que c'est important pour que cette collaboration entre les acteurs et les gouvernements soit adossée sur un partenariat dynamique à travers une communication inclusive, une communication donc partant du bas vers le sommet. Et l'autre aspect, c'est quelles valeurs? On doit s'adosser sur nos valeurs, sur des valeurs importantes que nous devons prévaloir dans le processus d'élaboration des politiques publiques. C'est d'abord vivre de nos valeurs partagées. Et il y a 4 valeurs qui sont importantes qu'on a essayé d'inculquer dans tout le processus. La première valeur, c'est la gouvernance démocratique. C'était important que nos organisations puissent avoir fonctionné sur une gouvernance démocratique et qui soit importante, et que dans ce processus, que le partenariat puisse se faire égal à égal en respectant les diversités. L'autre valeur, c'est la solidarité. Comment promouvoir la solidarité en faisant que le petit ne soit pas considéré comme un petit, le grand ne soit pas considéré comme un grand, mais qu'on soit ensemble pour mutualiser, pour qu'il y ait une approche de subsidiarité, de complémentarité, comme ce que disait un peu notre collègue un peu du Japon, pour voir un peu comment essaimer un peu cette solidarité-là. L'autre aspect, c'est comme valeur, c'est la responsabilité. Comment arriver à responsabiliser davantage nos organisations pour qu'ils puissent intervenir sur des questions de la commande publique, sur les questions de passation de marché, sur les questions de financement, sur les questions d'accompagnement à ces structures-là. Donc, la responsabilisation de nos organisations, des économies sociales, elle est fondamentale pour améliorer les politiques publiques. Et dernière valeur, c'est l'autonomie et le respect dans l'identité, dans les identités. On ne peut pas uniformiser, harmoniser l'économie sociale et solidaire. Je pense que chaque entité, chaque organisation doit être prise comme telle par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses limites, par rapport à ses compétences, pour respecter son dynamique et respecter son autonomie. Je pense que c'est important, c'est la somme de ces identités, c'est la somme de ces différences qui fait qu'on peut influencer les politiques publiques. Et c'est ces 4 valeurs qui guident un peu la coopération que nous faisons au niveau avec les collectivités territoriales. Voilà, c'est le retour. Et là, c'est important de documenter cette pratique-là à travers une approche pratique, de dire comment on peut collaborer avec les gouvernements nationaux, locaux, avec les acteurs au niveau des politiques publiques. Et ça, c'est une nouvelle très dynamique. Et pendant ces 2 ans, qu'est-ce qu'on a appris? C'est d'abord de base, pas top-down, mais un processus qui a été construit, co-construit. D'abord, l'accès à l'information, l'accès à une décision. Parce que les collectivités locales, le pouvoir détient la décision. Il faut que les acteurs que nous sommes accèdent à l'accès à cette information et deviennent une interface et deviennent un relais pour essaimer cette information-là. Et je pense que c'est important donc en termes d'accès à la documentation, d'accès au calendrier de processus de décision
et identifier le centre ou les centres de responsabilité. Et ça, c'est fondamental. Une fois que l'information est détenue, comment arriver maintenant à construire un avis avant la décision politique. Et nous avons organisé beaucoup de consultations. Par exemple, je donne, quand on avait mis sur 2 lois, en 2 ans, le Sénégal est passé à mettre en place 2 ministères, à élaborer une lettre de politique sectorielle du secteur, et actuellement, on est dans le processus d'élaboration de la loi cadre. Donc, en 2 ans, il y a une évolution exponentielle très rapide pour améliorer le cadre juridique d'intervention de l'économie sociale et solidaire. Et sur ce processus-là, il fallait être présent pour organiser les acteurs, les accompagner, pour permettre un peu de nourrir la réflexion pour mieux influencer les politiques publiques. Et par rapport à l'accès à l'information, c'est de dire à chaque fois comment organiser à donner des consultations, des avis avec des consultations en étant des mobilisateurs sociaux pour permettre un peu l'organisation des missions d'information, l'organisation d'ateliers de co-construction et de partage, mais aussi comment élaborer des positions partagées avec une feuille de route pour impacter sur le processus-là. Et à 3e niveau, c'est à partir de ce moment-là, comment projeter ensemble avec les gouvernements locaux, que ce soit la ville de Dakar, que ce soit au niveau national et les autres côtés. Comment élaborer des projets communs ensemble pour impacter. Comment mettre en place une concertation dynamique à travers un partenariat, mais en étant une force de proposition qui est déterminante pour permettre un peu de mettre en place des équipes d'influenceurs pour impacter et influencer et orienter même les politiques publiques. Et à certain niveau, ce qui nous permet un peu de passer un autre cap en termes de dire qu'à ce moment, il faut qu'on décide ensemble. Et décider ensemble, mais en respectant les règles du jeu d'acteurs. Les règles du jeu d'acteurs, c'est important. Il faut qu'on accepte que c'est le gouvernement a ses prérogatives nationales. Il faut respecter ses prérogatives nationales. Que le gouvernement local, en tant que ville, en tant que commune, a des prérogatives, il faut respecter ses prérogatives. Que nous, acteurs, que nous sommes sur le terrain aussi, nous avons nos prérogatives. Ne pas enjamber. Être ensemble, décider ensemble, ce n'est pas enjamber sur les prérogatives de l'un ou d'autre. Il faut que chacun reste dans son posture, reste dans son cahier de charge pour influencer et décider ensemble. Mais si nous décidons que nous sommes acteurs, nous allons décider à la place du gouvernement, ou bien la ville va décider à la place des acteurs, les règles de jeu, le respect des jeux des acteurs n'est pas respecté. Et c'est ça qui fait qu'on n'instaure pas un climat de confiance dans la co-construction des politiques publiques. On n'insère pas une neutralité, une équidistance, nous, en tant qu'acteurs, dans cela. Et on ne permet pas de construire des alliances au sein du gouvernement qui permettent un peu de pousser les choses. Le RATES, dans son organisation, est organisé même en chef d'alliance. Moi, je préside, je suis au niveau de la coordination, mais c'est le maire de Dakar qui est le président du réseau. Donc, on crée un jeu d'acteurs et un jeu d'alliance. Il y a le FODEM, le Fonds de développement municipal, qui est dans l'équipe de coordination qui assure la coopération et le partenariat. Donc, c'est ça qui fait que, d'une manière collaborative, d'une manière très collaborative, très intelligente, nous parvenons à mettre une dynamique d'une équipe assez complémentaire par rapport au jeu d'acteurs qui permet de pousser et d'avancer les choses. Et c'est ça qui nous permet, en dernier lieu, en tant qu'organisation d'économie sociale et solidaire, d'avoir une délégation de pouvoir pour accéder au marché public, pour accéder à la commande publique, à être délégation de services publics, pour agir au nom des citoyens en termes de contrôle citoyen, en termes de veille, mais aussi en termes de respect et de réduction des comptes. Voilà un peu l'expérience qu'on a eue en termes de collaboration et de partenariat. À partir d'une co-construction d'une dynamique avec le RATES, mais avec aussi l'expérience qu'on a à impacter au niveau national en essayant de mettre le maximum de contenu au niveau du ministère de l'économie sociale et solidaire, en influençant forcément la dette politique sectorielle, en étant dans le comité d'élaboration, dans le comité de réflexion, en influençant la loi cadre qui est aujourd'hui
Donc, on a produit un document de 30 pages pour influencer la politique, la loi, parce que c'est la loi qui nous permet pas, et en travaillant en étroite intelligence avec la ville de Dakar, avec la maire, soit El Wardini, pour changer radicalement donc l'option et l'orientation de la ville de Dakar. Et je termine là-dessus. La COVID nous a permis aussi de changer les paradigmes. Parce que c'est un fait imprévisible qui a abattu sur nous tous. Tous les acteurs devaient se réinventer. Et la COVID, en intelligence avec la ville de Dakar, nous avons beaucoup travaillé à réorganiser les marchés publics, à permettre au maximum d'organisations d'économie sociale et sociale, les 19 communes, de donner des passations directes au marché, des marchés publics, aux organisations d'économie sociale, à construire des masques, à travailler sur l'aide publique, sur les substances subsistes pour permettre aux populations confinées par le couvre-feu à avoir maintenant des kits de nourriture, à travailler un peu sur toutes ces questions. Et aujourd'hui, et même à amener l'État du Sénégal à élaborer donc à modifier même les règles de fonctionnement des collectivités locales par un amendement pour permettre aux collectivités locales de répondre aux besoins et aux exigences des collectivités. Parce que ce qu'on avait noté avec la COVID, les collectivités locales étaient, par rapport à leur fonctionnement, ne pouvaient pas répondre aux exigences. Parce que juridiquement, ils étaient bloqués. Et maintenant, comment amener l'État central à assouplir ce mode de fonctionnement avec un arrêté qui modifie les règles de fonctionnement pour permettre à ces collectivités locales de passer des marchés de contractualiser avec les organisations d'économie sociale et solidaire, de réorganiser les marchés, de passer donc d'accès au marché public, d'assouplir les financements, parce que les organisations d'économie sociale et solidaire étaient fortement impactées par les taux élevés de crédit, par les remboursements. Donc, toutes ces questions, il y a une batterie de mesures qui ont été prises en faveur de l'économie sociale et solidaire, qui ont permis un peu à ces structures de se réorganiser. Et tout ça, nous l'avons par rapport à une collaboration, à un partenariat intelligent, dynamique, multi-acteurs, qui permet un peu de structurer et d'organiser ce débat-là. Je pense que c'était Benjamin, le dernier slide. Non, il y a un dernier slide, Benjamin, et je termine là-dessus. Voilà. Je pense que c'est ça, et je pense que c'est ça qui permet un peu, je pense, en conclusion, la coopération, le partenariat avec les acteurs et les groupes doit être une collaboration dynamique et réfléchie. On ne doit pas être en opposition. On doit être ni en face à face, mais on doit être en côte à côte, marcher ensemble, cheminer ensemble. Et c'est ça qui fera que nous pouvons changer radicalement la vie des populations en réinventant le modèle social, un modèle beaucoup plus inclusif, et qui permettrait un peu aux populations d'être beaucoup plus résilientes. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Malick Diop, de cette présentation qui avait montré l'importance de développer une stratégie autour des réseaux de l'économie sociale et solidaire. Avec, voilà, vous avez montré sur quoi doit se concentrer l'économie sociale et solidaire avec un dialogue à différents niveaux, avec plusieurs parties prenantes, avec plusieurs niveaux de l'économie. Merci beaucoup. À présent, je vais inviter notre dernier orateur à présenter sa présentation. Je ne sais pas si cette présentation est prête. Oui, elle est prête. Donc, j'invite Monsieur Yang Kyun, directeur exécutif de l'Association nationale des gouvernements locaux. Ah, alors, pardon, je recherche mes papiers, pardon. Oui. Donc, c'est l'Association nationale, vous disais-je, des gouvernements locaux pour la promotion de l'économie sociale et solidaire en Corée du Sud. Donc, voilà, monsieur, vous avez la parole. Oui, merci Amanda. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Young Kim. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis directeur exécutif de l'Association nationale des gouvernements locaux pour la promotion de l'ESS en Corée du Sud. Donc, c'est une coordination de 48 autorités locales en Corée. Donc, la présentation de mon association, Monsieur Chon Wong
COO aurait normalement dû être présenté cet après-midi en Corée du Sud, et donc finalement c'est moi qui le fais en son nom. Alors laissez-moi vous donner un aperçu rapide. J'aimerais partager avec vous notre expérience de partenariat pour résoudre les problèmes. Nous travaillons avec nos nombreuses parties prenantes depuis notre établissement. Depuis que nous existons, en 2013, notre objectif principal est de promouvoir l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale comme stratégie importante et clé de développement régional. Donc la collaboration et les partenariats sont au cœur de notre stratégie. Nous avons de nombreux exemples. Je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. 4 exemples récents de meilleures pratiques de mon association. Ce sont des cas de collaboration plutôt récents. C'était dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Corée. Alors, d'abord, le premier exemple, pardonnez-moi. On appelle ce projet le Happy Community Project, donc des communautés heureuses. Ça vise les personnes âgées à travers des entreprises sociales. Donc, il y a de plus en plus de personnes âgées en Corée. Par contre, les services gériatriques n'ont pas augmenté à cause d'un manque de personnel. Et donc, mon organisation a conçu un nouveau service de soins en utilisant l'intelligence artificielle à travers l'organisation des télécoms SK, donc coréenne, et une entreprise sociale qui s'appelle Happy Connect. Donc, ce que nous avons fait a été de distribuer des speakers d'intelligence artificielle à des personnes âgées qui vivent seules. Et ce sont les autorités locales qui ont choisi qui allait bénéficier de ces enceintes. Donc voilà, sont des personnes, surtout des personnes qui vivent seules et qui ont tendance à être un peu exclues de la société. Donc, après avoir distribué ces enceintes, nous avons mis en contact des autres utilisateurs avec ces personnes âgées. Et ont suivi ces personnes, ont pris de leurs nouvelles pour s'assurer qu'elles étaient bien. Les autorités locales donc ont recruté des responsables de soins qui prennent des nouvelles de l'état de la personne âgée dont ils ont la charge. Et donc, en cas de problème, eh bien, ils peuvent intervenir et prendre les mesures nécessaires. En cas d'urgence, les personnes âgées peuvent envoyer un message qui dit aidez-moi, venez à mon secours, ou alors envoyer un SOS. Hein. Donc, comme ça, c'est pour appeler les services d'urgence. Donc, c'est une sorte de drapeau rouge qui peut être activé. Donc, les responsables de soins et le call center et les responsables de soins sont immédiatement prévenus. Et donc, ces personnes âgées peuvent directement être prises en charge. Le personnel médical est directement envoyé sur place. Et donc, ces services ont été très utiles pour de nombreuses personnes âgées, en tout cas celles qui en ont bénéficié, car des vies ont été sauvées. Est-ce que vous pourriez revenir à la page précédente, s'il vous plaît? J'avais encore quelques points à aborder qui étaient affichés ici. Encore une page plus haut, s'il vous plaît, la précédente. Voilà, c'est celle-ci. Merci beaucoup. Donc,
Il y a également une dimension de prévention à ce programme. Il permet également, cette enceinte intelligence artificielle permet également de jouer de la musique ou de lire des messages, des messages par exemple envoyés par les autorités locales, par exemple des informations par rapport à l'évolution des cas de Covid, etc. Donc ce projet était le résultat d'un partenariat de 3 acteurs, des autorités locales, donc il y a 8 membres, de mon association, ensuite les télécoms, SK, et ainsi qu'une entreprise sociale. Et donc, le projet a été lancé pour 8 villes et c'était 2100 personnes âgées qui en ont bénéficié. Et à présent, nous aidons 6485 personnes âgées dans 30 villes. Et donc, il y a une expansion de 12 à 253. Et la vie de 26 personnes âgées ont jusqu'à présent été sauvées. Une large couverture médiatique dans le monde entier a parlé de ce projet. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, hein, ce sont certains articles de presse qui parlent de ce projet. Alors, le second projet que je souhaitais vous présenter, ça s'appelle le Good Payment Project, le projet pour une paye à la hauteur, une paye équitable. Donc, des entreprises locales frappées par le Covid-19 ont obtenu un paquet plus large pour aider les plus petites entreprises locales. Bon, ce programme est un peu différent du programme homologue de Londres, où les gens peuvent payer à l'avance pour pouvoir recevoir des produits jusqu'à ce que la situation revienne à son état normal. Comme vous le savez peut-être, il y a le Suspended Coffee, ça c'est l'homologue londonien. Et ça, ce n'est pas exactement la même approche. Ça consistait à apporter du café, par exemple, chez le voisin qui en avait besoin. Tandis qu'ici, le client qui paye est en charge de prendre en charge, comment peut utiliser l'argent qu'il a versé pour recevoir l'article plus tard. Donc, par exemple, si un client paye 27 $ pour un achat ultérieur, il peut utiliser cet argent plus tard. Et les autorités locales aident les entreprises participantes à proposer des ristournes à leurs clients, mais également fournissent aux participants de la campagne des petits paquets cadeaux. Ce partenariat a vu la participation de 3 acteurs, des autorités locales, des associations professionnelles locales, y compris des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des restaurants et des magasins locaux. Et donc, au début, c'était 12 entreprises qui ont participé et en quelques mois, ce chiffre a monté jusqu'à 253 entreprises. Et donc, maintenant, c'est partout dans le pays, ce qui veut dire que plusieurs villes et plusieurs grandes entreprises, ainsi que des ministères d'ailleurs, y participent à présent. Alors, à présent, nous allons parler du troisième projet qui concerne les travailleurs essentiels. Il est un peu différent ce projet des autres dont je vous ai déjà parlé, car il n'implique pas vraiment directement, en tout cas, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais je pense qu'il reste tout de même important ce projet pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, car de nombreux acteurs de l'économie sociale, de nombreux travailleurs travaillent dans l'économie sociale et solidaire en Corée. Et donc, voilà, ce projet avait pour vocation à travailler les travailleurs essentiels pendant la crise du Covid-19,
Cela a entraîné un processus législatif au niveau national et un paquet d'actes législatifs. Et donc, des juristes coréens travaillent à l'élaboration d'un projet de loi pour les travailleurs essentiels à l'heure actuelle. Les travailleurs éligibles reçoivent un salaire temporaire additionnel et ont accès aux vaccins et à un ensemble de services. Les secteurs essentiels, donc, par exemple, les employés des soins de santé, les infirmières, les responsables de soins, ceux qui travaillent dans les transports publics, par exemple les conducteurs de bus ou les postiers, etc. Eh bien, tous ces profils peuvent et ont bénéficié de cet exemple, de ce projet. Et depuis mai dernier, il y a eu donc c'était en mai que ça a commencé et ce mois-ci le paquet législatif a été annoncé par le gouvernement et à présent on est déjà en train de travailler sur le projet de loi. Donc seulement en 6 mois, on constate que les progrès ont été très rapides. Alors, le partenariat consiste en autorités locales, l'Assemblée nationale de la Corée et le gouvernement national coréen également. À présent, nous pouvons passer au quatrième et dernier exemple. De nombreux travailleurs de plateforme, par exemple, ceux qui travaillent sur la plateforme Uber, certains tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres, car beaucoup ont été touchés par un manque de travail et une absence de couverture sociale, par exemple. Et ça, bon, c'est un peu partout dans le monde, et notamment en Corée. Et donc, plusieurs organisations se sont mis en commun pour pouvoir aider ces travailleurs de plateforme. Ils ont contacté des organisations financières internationales et ont travaillé ensemble pour créer un fonds mutuel d'aide aux travailleurs de plateforme. Et certaines autorités locales ont également participé et ont apporté un soutien à hauteur de 2 millions de dollars. Et une fondation gère ces fonds, ce fonds mutuel, help les livreurs qui peuvent recevoir une prime mensuelle en vue pour l'assurance et utilisent cet argent accumulé pour payer les factures médicales lorsqu'ils sont blessés dans le cadre de leur travail. Donc, ça leur donne une assurance médicale. Ce fonds mutuel est opérationnel. Donc, ici, cela a été créé par des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des syndicats de travailleurs de plateforme. Nous espérons que cette plateforme va gagner en importance encore dans les mois à venir. Alors, pour conclure, je vais vous présenter brièvement quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre de ce processus. Sur le plan de la collaboration et du partenariat entre les autorités locales et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, il y a toujours des difficultés, mais une des principales difficultés dans le contexte coréen est le manque de capacité des acteurs de l'ESS. Certaines organisations ESS sont dépendants des autorités locales pour leurs services et cela représente beaucoup de problèmes car certains
lorsqu'il y a des conflits d'intérêts de la part de certains agents publics. Et donc, parfois, ils n'ont pas intérêt à intégrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les marchés publics. Mais en tout cas, les acteurs de l'ESS sont prêts à faire ce qu'il faut, mais c'est difficile. Ensuite, il y a un impact politique sur la durabilité des politiques et des stratégies. L'évolution du leadership politique peut également avoir une incidence sur les partenariats en cours. Par exemple, dans certaines villes, on peut avoir un nouveau maire qui n'aime pas l'idée même de l'économie sociale et solidaire, et cela peut simplement mener à l'arrêt de la collaboration. C'est déjà arrivé par le passé en Corée du Sud, et voilà, c'est encore une autre difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et donc, pour résoudre ce type de problème, nous avons besoin d'un engagement accru de la part des citoyens. Car plus les citoyens sont impliqués, plus les personnalités politiques vont nous impliquer et vont considérer que l'économie sociale et solidaire est un acteur dont il convient de tenir compte. Et voilà. Après, il y a la question du nerf de la guerre, l'argent, car sans budget pour faire des collaborations ou des partenariats, eh bien, cela ne fonctionne jamais. Donc, pendant que nous travaillons à ces projets, nous sommes également en étroite collaboration à, comment dirais-je, des institutions ou organismes qui peuvent nous procurer des fonds, des financements pour pouvoir mener à bien nos projets. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté les différentes réponses possibles dans le cadre de cette pandémie de coronavirus. C'était intéressant d'entendre les différentes dimensions lors de cette session. Merci également d'avoir présenté les défis que rencontre l'économie sociale et solidaire. Vous nous avez expliqué que nous devons continuer à la renforcer et renforcer notre lien, notamment avec les autorités locales. Alors, si vous me le permettez maintenant, je vous propose d'entamer sans plus attendre la session de questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à nos panélistes. Alors, je vérifie si nous avons reçu des questions recueillies par le secrétariat du GSEF. Et je vous propose de commencer directement avec la question de base de cette session. Comment transformer le présent et construire un avenir meilleur du point de vue de l'ESS, l'économie sociale et solidaire? Donc, je vais demander aux panélistes de nous donner, par exemple, 3 réponses, 3 solutions à la façon dont nous pouvons transformer le présent et construire un avenir meilleur. Alors, Emmanuel n'est plus là, mais je vais demander à notre camarade du Japon de prendre la parole. Oui, bien sûr. Tout d'abord, au Japon, l'économie sociale et solidaire n'est pas encore suffisamment développée. Je pense que les autorités locales doivent la promouvoir. Les acteurs de l'ESS doivent également se connecter les uns aux autres. Il est important de cartographier les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire. De cette façon, tout le monde saura où se trouve l'économie sociale et solidaire. La carte pourrait être établie, par exemple, au niveau national. Elle reprendrait tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, l'autonomisation. Nous devons renforcer les relations entre les acteurs de l'ESS au Japon. Nous devons
créer plus de possibilités pour que les acteurs puissent s'autonomiser les uns les autres. Il faut une unité plus forte des différents acteurs. Et troisième mot-clé, l'association avec les immigrants. Le nombre d'immigrants augmente actuellement au Japon. Mais souvent, ces immigrants ne sont pas soutenus par les autorités japonaises. Ils terminent sans emploi, donc au chômage, ils vivent dans des situations difficiles. Et je pense que la société devrait les aider afin de construire un meilleur avenir. Nous devons donc soutenir les personnes vulnérables, y compris les immigrants. L'économie sociale et solidaire peut œuvrer à renforcer la diversité et la solidarité dans notre pays et nous aider à construire un avenir meilleur du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais désormais donner la parole à Malik Diop. Voilà, si vous avez des mots-clés pour nous dire comment transformer le présent et construire un avenir meilleur du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Malik, vous avez la parole. Mots-clés, peut-être trois mots-clés. Peut-être dans l'ordre ou dans le désordre. On appelle un tiercé gagnant ou un tiercé dans l'ordre ou le désordre. Premier mot-clé, c'est la connaissance. La connaissance, parce que nous sommes dans un secteur de l'économie sociale, je pense, est encore méconnu. Je pense méconnu. On gagnerait beaucoup plus à travailler sur la connaissance, c'est-à-dire que d'avoir nos propres lunettes. Amanda, il faut qu'on utilise nos propres lunettes pour lire. Il faut qu'on arrête d'emprunter les lunettes de l'économie classique ou d'autres pour lire l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est important qu'on puisse avoir un peu cette lunette-là, une lecture propre à l'économie sociale et solidaire par rapport à nos concepts, par rapport à nos indicateurs de développement, par rapport à nos agrégats, par rapport à nos indices. Je pense que c'est important d'en faire véritablement une science, pas seulement. Et cette science doit être nourrie par la pratique. Il faut à partir de la pratique qu'on puisse nourrir notre recherche, qu'on puisse nourrir notre connaissance. Je pense qu'elle est fondamentale. C'est à partir de ce moment-là que le deuxième mot clé puisse venir, c'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut une relation de pouvoir, d'influence. Il faut, pour changer cette réalité, il faut changer les politiques. On ne peut pas changer la réalité si on ne change pas les politiques. Donc, le deuxième mot-clé, c'est le pouvoir. Il faut qu'on puisse réinventer notre modèle, notre rapport avec le pouvoir. Pas le pouvoir, comme on dit, comme pas le pouvoir en termes politiques, pouvoir politicien, mais en termes de prise de pouvoir, de décision pour orienter les politiques, intégrer l'économie sociale et solidaire à partir de nos connaissances, les intégrer dans nos politiques publiques. Et c'est en changeant les politiques publiques qu'on change les réalités. Donc, ce mot pouvoir doit renvoyer beaucoup plus à l'intégration des politiques de l'Est dans les politiques publiques, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau international. National et international. Elle est fondamentale. Et le dernier mot-clé, c'est le financement. C'est le financement, c'est la recherche et le financement. C'est important de soutenir et d'accompagner les initiatives. Parce que c'est en les soutenant, en les appuyant, en les finançant qu'on parvient à passer à l'échelle. Ne pas concevoir que, ne pas avoir une idée que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie au rabais. Ce n'est pas une économie au rabais. C'est une réponse holistique. C'est une réponse globale qu'il faut donner. C'est une réponse beaucoup plus de proximité. C'est une réponse beaucoup plus durable. C'est une réponse beaucoup plus inclusive. Donc, ne pas concevoir l'économie sociale comme une économie de rabais, mais l'insérer dans l'économie. Et je pense que c'est ça, à ce moment-là, à ces trois mots clés qui me reviennent à l'esprit pour changer nos vies, pour changer notre modèle de consommation, notre modèle de développement et notre modèle d'inclusion sociale.
Merci beaucoup, Malik. Et je vais vous poser la question à vous aussi, Young Kim. Merci, Amanda. Alors, les 3 mots-clés. C'est une question compliquée. La crise du coronavirus nous a appris que nous étions très connectés, même si certains ne le souhaitent pas. L'économie sociale et solidaire a désormais l'occasion de prouver son importance à ceux qui ne la connaissaient pas. Voilà pourquoi mon premier mot-clé serait solidarité. Vous savez, nous devons travailler de concert, main dans la main, réfléchir à l'avenir ensemble, dans un esprit de solidarité, afin de trouver de meilleures solutions. Le deuxième mot-clé serait renforcement de capacité. Comme je l'ai dit au cours de ma présentation, certains acteurs de l'économie sociale et solidaire, malheureusement, ne sont pas totalement prêts à répondre aux besoins ou demandes des, entre guillemets, clients, y compris des autorités locales. Alors, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais je dirais que c'est le cas en Corée. Nous avons ce problème. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent donc renforcer leurs capacités et se préparer pour répondre aux demandes des autres parties prenantes. Le troisième mot-clé serait en fait le même que Malik, le financement. On a besoin d'argent. C'est un facteur clé. Je pense que un financement est essentiel pour que les acteurs de l'économie sociale et solidaire puissent se développer, qu'importe le pays. Nous devons mettre en place de nouvelles structures, y compris de meilleures structures de financement. Et l'idée est d'avoir un meilleur environnement commercial pour tous les acteurs de l'ESS. Voilà donc mes 3 mots-clés. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons reçu une question dans le chat. Je vais la partager avec vous. Donc, c'est Révi du réseau RIL qui nous dit que il semble que la réussite des initiatives d'ESS dans l'engagement des différents acteurs repose, entre autres, sur l'engagement politique actif des citoyens et sur la maturité du niveau d'engagement. Lorsque la politique est contrôlée avec une approche du haut vers le bas, le modèle d'ESS a plus de mal à se développer. Que pensez-vous de cette, entre guillemets, conclusion précoce? Est-ce que l'un de vous souhaite prendre la parole sur cette question? Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, je peux. Go ahead, Malik. Oui, mais je partage tout à fait la conclusion précoce ou prématurée, mais c'est une conclusion factuelle. Je pense que c'est ce qu'on constate. Parce que je pense que l'expérience qu'on a eue, et je l'ai dit dans l'exposé, il faut réécrire les politiques publiques à travers les réalités. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête l'approche top-down. Parce que tant qu'on pense pour l'économie sociale, quand on pense pour les acteurs, on ne se met pas à leur place. On pense pour eux et on agit pour eux.
Et c'est là où je disais un peu dans les mots-clés, il faut que notre relation avec le pouvoir puisse changer. Il faut qu'on puisse modifier les relations pour nourrir et influer les politiques publiques. Je l'ai dit tantôt, c'est en changeant les politiques qu'on change les réalités. On change les réalités. Il ne faut pas qu'on se détourne des regards pour dire que ce qui se passe ici, ça se passe ici. Non, la Covid est là. Ce qui se passe en Chine intéresse tout le monde. Il ne faut pas que je détourne le visage pour que ça se passe ailleurs, ça ne se passe pas chez moi. Ce qui se passe en Afrique intéresse forcément le monde. Ce qui se passe ailleurs intéresse tout le monde. Donc, il faut qu'on puisse savoir que il faut qu'on change notre modèle de développement. Et je suis tout à fait d'accord avec la conclusion qu'il faut influencer les politiques, changer les politiques. Thank you, Malik, for your answer. Merci Malik pour ces réponses. Et nous avons aussi Madani Koumaré qui a levé la main. Je vais vous proposer de partager votre commentaire. Vous avez la parole, Madani. Madani Koumaré, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole. Yeah. Oui, merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Voilà, moi je voudrais juste ramener la balle à terre. Hein. Quand on parle des politiques publiques ou développement local, on parle de gestion des affaires de la cité. Et dans la cité, c'est des citoyens qui existent. Les politiques ne vont pas changer par charlatanisme ni par, je vais dire, du verbiage. Il faudra absolument que les acteurs qui... So, very sorry for not being able to hear you well. Voilà, navré de ne pas pouvoir vous entendre mieux, mais voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à écrire votre commentaire dans le chat. Alors, j'ai une dernière question ici, et ensuite je vous propose de clôturer la session, car nous avons déjà dépassé l'heure de quelques minutes. Une question de Yannick pour Monsieur Young Kim. À quelle sorte de nouvelles structures de financement pensez-vous? Pourriez-vous développer ce sujet? Voilà donc la question de Yannick pour... Honestly, Oui. I don't have very specific answer. Pour être honnête, je n'ai pas de réponse spécifique à donner à cette question. Vous savez, on essaye toujours de trouver les meilleures façons de se financer. On essaye toujours de trouver de nouvelles structures de financement. Ce qui est devenu populaire en Corée, c'est le crowdfunding. C'est-à-dire la collecte de fonds venant d'individus intéressés dans les projets d'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de collecter des ressources que l'on peut investir dans certains projets. Il y a différents organismes de crowdfunding, donc financement communautaire en somme, qui existent en Corée et qui ont été relativement efficaces et ont permis de porter certains projets d'économie sociale et solidaire. Le crowdfunding a été également utile pour les startups ou d'autres ASBL. Je pense que ça peut être une solution. C'est une façon de trouver des financements. Et je vous propose également de vous répondre par email par la suite, étant donné que nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, alors je vois que nous avons une toute dernière question de Myriam. Myriam qui a écrit sur le chat qu'il faudrait que les politiques publiques prennent en compte la dimension SSE, surtout dans le monde rural, dans les pays sous-développés. Myriam, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole. Je vous félicite de vive voix et je voudrais contribuer un petit peu
par rapport à votre conclusion prématurée pour dire que c'est vrai que la base doit contribuer à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et évaluation des politiques publiques. Mais pour cela, pour moi, il faudrait des gouvernements locaux qui ont assez de pouvoir. Et ce que l'on remarque dans nos pays est que la décentralisation ne fait pas marche en avant, mais plutôt marche en arrière. Et c'est déplorable. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est l'aspect aussi reddition des comptes. Parce qu'au niveau de la reddition des comptes, étant une experte des collectivités territoriales, ce que j'ai remarqué est que la reddition des comptes ne prend pas en compte la dimension d'expression des besoins de la base. Elle prend tout juste en compte la dimension financière que le maire ou bien en tout cas l'autorité locale, l'exécutif local rencontre par rapport aux aspects financiers, mais pas par rapport aux aspects des besoins prioritaires qui ont été exprimés par les populations au moment de l'élaboration du budget. Et ça pose problème. Parce que qui dit politique publique dit budget. Et si vraiment au niveau de la reddition des comptes, il n'y a pas de compte rendu par rapport à la dimension prioritaire des besoins des populations, il y a problème. Donc, moi, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait réviser pour les politiques publiques, surtout les politiques publiques émanant de la base, parce qu'on nous dit qu'en matière de démocratie, quand il y a déficit au sommet, on se rattrape à la base. Mais faudrait-il qu'il y ait les conditions pour se rattraper à la base? Je vous remercie et bien continuation. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de clôturer la session de questions-réponses. Je tiens à remercier les orateurs pour leur présentation très intéressante et complémentaire. Je pense que nous avons abordé un des défis les plus urgents que nous avons dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Du Japon, on a appris l'importance de l'économie circulaire. Ensuite, on a également parlé de la coopération internationale entre les différents territoires afin de promouvoir des actions d'économie sociale et solidaire connectées. Nous devons joindre nos efforts afin de renforcer l'économie sociale et solidaire. Notre camarade de France nous a également expliqué que les autorités mettaient en place des politiques publiques pour soutenir l'économie sociale et solidaire au niveau local. Elle a également abordé d'autres aspects, nous a expliqué qu'il fallait souligner l'importance de l'économie sociale et solidaire qui peut apporter de nouvelles réponses, des réponses innovantes et de l'innovation sociale. Et ensuite, notre collègue de Corée nous a également donné plus de détails sur les réponses apportées à la pandémie. C'était intéressant de voir comment l'économie sociale et solidaire peut apporter des réponses claires, spécifiques et fortes aux défis que nous rencontrons actuellement et que nous pourrions rencontrer avec la crise économique qui suivra la crise sanitaire actuelle. Les réponses des autorités locales et nationales devront être plus fortes et l'économie sociale et solidaire peut y participer. Et puis, nous avons eu notre collègue du Sénégal qui a pris la parole. Il nous a dit que l'économie sociale et solidaire doit avoir une stratégie, un plan partagé entre les différentes parties prenantes, les différents niveaux. Il nous a expliqué l'importance d'avoir un processus pour promouvoir l'économie sociale et solidaire au niveau local, au niveau
nationales et il nous a également rappelé qu'il était important de se connecter aux différents acteurs et aux différentes autorités. Il nous a également rappelé les valeurs de l'économie sociale et solidaire, à savoir la gouvernance démocratique, la solidarité, le respect des identités. Je pense que toutes ces composantes sont clés. Ce que nous essayons de proposer, c'est une alternative, montrer qu'il existe une autre sorte d'économie qui peut mieux répondre aux demandes sociales et aux défis urgents auxquels nous faisons face dans nos sociétés. Je tiens également à vous remercier d'avoir accepté l'invitation du secrétariat du GSEF. Nous sommes là pour écouter vos contributions à l'économie sociale et solidaire. Nous travaillons sur une approche solidaire, respectueuse des droits humains, et l'économie sociale et solidaire est un élément clé qui peut nous permettre de créer des villes meilleures où nous pouvons mieux vivre ensemble. Merci pour l'invitation, merci aux panélistes pour leur présentation. Et les interprètes vous remercient pour votre écoute.